On paye pour le reboisement, on paye pour la lutte au feu, on paye pour la lutte aux insectes. Et bref, on investit massivement avec nos fonds publics pour maintenir une activité industrielle sur le territoire. Combien qu'on investit? Depuis 2006, 2,8 milliards en fonds publics directement dans l'industrie forestière. En termes de crédit d'impôt, entre autres pour les chemins, 1,3 milliard, 620 millions de soutien direct à l'industrie pour certaines entreprises, 500 millions par année pour les 5 prochaines années en investissement sur le terrain dans différents programmes, alors que les redevances sont prévues d'être à peu près 170-200 millions par année. Donc, à coût de 500 millions, faites la balance, on est dans le trou. Juste de ce qui se passe dans l'activité forestière, on investit beaucoup plus que ce qu'on reçoit en termes de redevances. Pourquoi? Évidemment, parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui dépendent de cette industrie-là. L'industrie forestière, c'est au cœur du développement économique de nos régions. Et donc, c'est hyper important de maintenir une activité économique dans les régions. Et je ne suis pas en train de questionner l'importance que de couper nos forêts, mais c'est clair qu'il faut se poser la question, est-ce qu'on continue à ce rythme-là? Et avec ces méthodes de coupe-là, comme ça, ad vitam aeternam, alors que les redevances sont si peu, et peut-être qu'il y a un programme, un projet qui serait plus emballant, qui aurait peut-être moins d'impact sur notre environnement. Entre autres, regardons ce que le Plan Nord nous propose. Le Plan Nord, je ne sais pas si vous connaissez, en fait, si on en entend beaucoup parler, mais il n'y a pas grand monde qui sait vraiment c'est quoi le Plan Nord. Première des choses, c'est le 2/3 du Québec. Hein. La ligne du Plan Nord, c'est le 49e parallèle. Tout ce qui est au nord de ça, ça tombe dans le Plan Nord. Et ça couvre, entre autres, la moitié du territoire forestier industriel. Donc, c'est gigantesque. On parle de 2 fois la France. Donc, plus d'1 million de kilomètres carrés. C'est l'ensemble de la Pessière, ou presque, la taïga, la toundra. Et donc, près de la moitié du territoire forestier commercial. Et qu'est-ce qui nous dit le Plan Nord? Christian en a parlé un petit peu tantôt. C'est les mines, c'est surtout les mines. Il va falloir bientôt qu'on parle des barrages qui sont prévus dans le Plan Nord, parce qu'il y en a une coupe. C'est 3500 mégawatts de prévus de nouvelle énergie dans le Plan Nord. Donc, ça n'inclut pas la Macpaie, ça n'inclut pas la Romaine, ça n'inclut pas Petit-Mécatina. C'est des nouveaux projets, après, qui s'en viennent, qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Mais ce que ça inclut aussi, c'est, entre autres, de repousser cette limite nordique-là. La limite qui a été fixée au début des années 2000, qui disait ouais, « c'est pas vraiment rentable d'aller plus loin que ça ». Ce qui est en train de se passer, s'il y a des tractations, on se rend compte qu'il y a un petit peu de forêt, là. Il y en a un petit peu encore ici. Il y a des patchs qui pourraient être intéressants pour l'industrie, peut-être même sur la Côte-Nord, un petit peu plus loin. Mais comme Christian disait, ces arbres-là poussent très lentement. C'est des écosystèmes qui sont fragiles, qui sont loin, qui se régénèrent mal. Et donc, est-ce qu'on peut parler vraiment d'une exploitation forestière ou on parle plutôt d'une déforestation, une forêt qui ne reviendra pas, qui va prendre tellement de temps avant de revenir qu'on finit par hypothéquer carrément cette forêt-là ad vitam aeternam. Donc, ces coupes-là sont en train de monter de plus en plus au nord et ce que le Plan Nord nous propose, c'est de déplacer cette limite-là. D'un point de vue écologique, je pense qu'on pourrait en parler longtemps, ça ne tient pas la route. D'un point de vue économique, on pose la question. La seule façon, pour l'instant, qu'on voit que l'industrie serait intéressée à aller chercher ces arbres-là, c'est s'ils sont massivement subventionnés et si les subventions continuent sur les chemins, parce que là, on est à 350 km de l'usine. Imaginez la dépense pour l'industrie pour aller chercher ce bois-là, c'est massif. Donc, on ne sait pas où est-ce que ça s'en va. Il y a un comité qui est actuellement en train d'évaluer si cette limite-là va être déplacée. Il devrait déposer son rapport en décembre, si je ne me trompe pas. Christian, je ne te vois pas? Ouais. Ça fait 4 ans, on sait jamais. Ah, ça. Bon, à peu près, je pense que c'est fin 2012. Donc, on peut se poser la question, mais pendant tout ce temps-là, est-ce qu'on est au moins en train de protéger une bonne proportion de notre territoire? Est-ce qu'on a des aires protégées qui nous maintiennent nos bijoux de biodiversité un peu partout sur le territoire? Pour répondre à cette question-là, on va se faire une petite valse. Cette valse-là a commencé au sommet de la Terre. C'était quand le sommet de la Terre? 92, OK. Puis à Rio, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'est-ce qui s'est passé à Rio? On a eu 2 grosses conventions qui ont été signées à Rio. La Convention cadre sur les changements climatiques qui a donné naissance au protocole de Kyoto. Et l'autre convention qu'on entend moins souvent parler qui est...
Ben oui, mais là, les experts. Donc, Convention sur la biodiversité. La Convention sur la biodiversité engage les pays à protéger in situ, donc sur leur territoire, une cible sous forme d'aire protégée, donc un territoire avec un statut légal qui est voué à la protection de la biodiversité. Le premier pays industrialisé à signer cette convention-là, c'est le plus meilleur pays du monde, qui est le Canada. Et ce pays-là était représenté par nul autre que Jean Charest, alors à l'époque ministre de l'Environnement. Et donc, Jean Charest s'engage en 1992 à protéger 12 du Canada et de chacune de ses provinces pour une cible de conservation de 12 pour l'an 2000. Cette cible-là a été fixée un petit peu plus tard. Mais pour l'an 2000, on s'était donné ça comme objectif ambitieux que d'atteindre cette cible internationale-là. Une cible qui est d'ailleurs tout à fait politique, qui n'a rien à voir avec la science, mais qui était quand même un premier pas dans la bonne direction. On arrive au Québec. L'an 2000, 0,6 du Québec est protégé. Constat embarrassant, on se donne une nouvelle stratégie qui est la stratégie québécoise sur les aires protégées, la SCAP. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la SCAP? Bon, on va se donner un petit peu plus de temps, puis on va baisser notre cible. Donc, on va prendre 2005 comme nouvelle cible et on va diminuer à 8 notre pourcentage à atteindre en termes d'aires protégées. Le temps avance. 2009, finalement, a été l'année qu'on a réussi à atteindre notre 8 d'aires protégées. Le gouvernement libéral s'engage à ce moment-là à atteindre le 12 pour 2015. Et donc, cette cible d'il y a 20 ans est prévue pour dans 3 ans. Okay? Donc, 23 ans plus tard pour le 12 Par contre, arrive le plan Nord, et entre-temps, à Nagoya, au Japon, on a une nouvelle cible internationale qui est maintenant de 17 et le plan Nord nous dit, écoutez, on va faire un plan de développement durable, on va mettre le plan Nord en place, qui est une accélération de l'exploitation industrielle, mais quand même, on va se garder une petite gêne. 12 de nos forêts devraient être protégées, donc le même 12 que le 20 ans, et on va se mettre un 20 dans les territoires au-dessus de la forêt, donc la région subarctique et arctique, 20 pour 2020. OK? C'est la nouvelle cible. Qu'est-ce qu'on a de protégé actuellement? C'est 8,3, 8,4 du Québec. Vous avez là la carte des aires protégées. 5 au sud, 10 au nord pour une moyenne de 8. Vous le voyez sur la carte, tout ce qui est en petit, c'est surtout au sud, des petits territoires fragmentés, isolés, tandis qu'on a des plus grandes aires protégées dans le nord. Mais reste qu'encore, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a une sous-représentation de nos écosystèmes dans notre réseau d'aires protégées. Nos aires protégées ne font pas la job pour maintenir la biodiversité québécoise. Et c'est évidemment dommage et on a un très gros effort à faire pour arriver à augmenter la protection et aussi récupérer d'une certaine façon le territoire qui a été alloué à l'industrie forestière à des fins d'exploitation. Donc, c'est pour ça qu'il y a des petites aires protégées dans le sud. C'est pas compliqué. On a alloué le territoire à l'industrie. Donc, on n'est pas capable d'aller le chercher, on n'est pas capable d'aller le protéger parce que les volumes de bois ont été alloués à des fins d'exploitation. Alors qu'on s'empresse, et l'empressement est palpable, si vous allez en région, vous allez le voir, on se dépêche même avec les subventions du gouvernement à construire les chemins, maintenant qu'ils sont payés par le public. On construit les chemins, on fragmente, on pousse les routes, puis après, on va couper. Donc, on s'empresse à aller couper ces dernières forêts vierges-là et qu'on n'a en même temps aucune police d'assurance, ni dans le cadre du Plan Nord, ni dans le cadre de la stratégie québécoise sur les aires protégées. On n'a aucune police d'assurance qui nous assure qu'on va être capable de faire un développement actuellement qui ne va pas impacter la biodiversité, qui va s'assurer que la diversité culturelle aussi, donc tout le patrimoine autochtone soit maintenu, parce qu'il y a plein de communautés en ce moment qui se battent pour maintenir leur territoire intact, leur dernière portion de forêt vierge. Il n'y a rien en ce moment au gouvernement qui nous garantit qu'on va être capable de se développer comme ce qui est proposé actuellement et qu'on va maintenir ces acquis-là, ce bien commun-là pour les générations à venir. Donc, dans ce contexte-là, nous sommes convaincus qu'il est temps de crier haut et fort qu'on est attaché à notre nature, qu'on est amoureux du Québec, de ses forêts, de ses paysages, de tout ce qui renferme de plus beau, puis qu'on va descendre dans la rue le 22 avril, pas juste pour se faire une manif, qu'on soit des dizaines, des centaines de milliers, mais surtout pour envoyer un message, que ce message-là rentre
dans la tête des dirigeants qui sont malheureusement très durs de la feuille, on va leur dire clairement qu'on croit en quelque chose de tellement mieux, qu'on est capable de faire tellement mieux au Québec. Puis moi, je vois cette manif-là comme une petite étincelle. On va juste continuer à avancer là-dedans. Les groupes et les citoyens, on a tous des solutions tellement inspirantes pour le Québec. Puis on regarde nos gouvernements, parfois des dinosaures avec des visions archaïques des années 60 qui nous proposent des plans de développement qui sont tellement passés date, qu'on est tellement capable de faire mieux que ça, que c'est, pour moi en tout cas, une occasion rêvée que de descendre dans la rue le 22 avril, puis de le faire ensemble, puis qu'on ait du fun, puis qu'on fasse du bruit, puis que ce ne soit qu'une première, qu'on s'en fasse une coupe dans les prochaines années à venir. Donc voilà, merci. J'espère que vous serez là le 22.